down. Go down. Alors, Gilles William, on se souvient de votre problème de mémoire avec Michel Simès. Oui, oui. Que vous avez appelé Michel Sim. Oui, absolument. Et ça s'est pas arrangé, hein, après Magnéto, Serge. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, mais moi, je connais très peu Michel Sim. Je comprends parfaitement. Comment tu l'appelles? Tu le connais pas, il s'appelle pas comme Ça prouve bien que je ne le connais pas, je connais même pas son nom. Quel est l'effet d'entraînement de Madame Cupillard, qui nous a expliqué que le 11 septembre n'existait pas pour nous alerter sur les dangers de la planète. Moi, dès l'instant où Madame Cupillard... Madame Cupillard Cupillard, l'actrice, la très bonne... Cotillard. Marion Cupillard, qui est l'épouse de Guillaume Panet. Guillaume Panet, vous connaissez Guillaume Panet? Monsieur Ardichaud. Monsieur Ardichaud. C'est la guerre que vous voulez. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre qu'on veut. Alors, je dois reconnaître que je ne suis pas sorti très grandi de cette épreuve. Ouais. Et maintenant, j'accueille le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. Salut Alexis. Alors, Alexis et Raquel, bonsoir. Dans un instant, Natacha et Perico Légas. Donc c'est les amours ce soir. Moi, ce soir, mon mari est dans le public. À vous de le trouver. Non, c'est vrai? Ouais, il est dans le public. On me dit pas ça. Putain, j'ai passé la soirée. Là, Ah, il y a Monsieur Cachemire qui se cache là. C'est le garçon avec les lunettes? Ah bah, t'as toute l'émission pour trouver. Bon, écoute, d'ici la fin de l'émission, Voilà. nous aurons trouvé Monsieur Cachemire. On va le trouver, on va le trouver. Il y a les boules qui brillent. Attention, donc Alexis, comme tous les invités, évidemment, vous avez un slogan. Votre slogan, vous le connaissez, c'est « Insoumis, sauf à Raquel ». Et vous avez un sampleur, vous connaissez votre sampleur, c'est le même que Raquel. Voilà. Alors, Alexis Corbière, vous avez laissé votre gilet jaune en loge. Non, mais je l'ai eu mis. Mais en étant clair, je ne suis pas porte-parole des Gilets jaunes. Non, je sais bien. Et ce qui fait l'originalité, la force de ce mouvement précisément, c'est que c'est un mouvement qui naît d'abord sur les réseaux sociaux par des gens qui ne veulent surtout pas être récupérés par des forces politiques. Ça lui donne une certaine force, ça lui donne aussi une certaine faiblesse, c'est-à-dire des contradictions. Ouais. Mais c'est l'expression, selon moi, d'une forme de soulèvement populaire. On est face à un événement qui est comparable à ces grands moments de l'histoire de France. Bien sûr. Je ne sais pas quelle en sera l'issue, mais c'est clair que ce qui se passe est très profond. Go down. On va commencer par les unes de la semaine. Le gouvernement a dévoilé sa stratégie pour mieux protéger les enfants. Enfants placés, enfants en danger. C'est votre une, Monia. Vous avez 1 minute. Top chrono. En France, quand on parle d'enfance maltraitée, c'est 2 morts par semaine, 1 viol toutes les heures, 73 000 victimes de violences par an et 300 000 enfants placés chaque année. Mais à cause de nombreux dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, souvent les travailleurs sociaux arrivent trop tard.
La faute à qui? La faute à un système saturé, à des manques de moyens, des travailleurs sociaux qui ont l'impression de faire un métier qui n'a plus de sens. Par exemple, un travailleur social en Seine-Saint-Denis doit gérer 26 dossiers en même temps et ne peut consacrer que 5 heures par mois par famille. Avec 5 heures par mois, on monte un meuble Ikea. On ne parvient pas à réparer une enfance brisée. Et malgré les appels au secours en vain des juges pour enfants, des associations des travailleurs sociaux, c'est finalement un documentaire sur France 3 sur les enfants placés qui a accéléré les choses. Cette semaine, le gouvernement a nommé un nouveau secrétariat national pour l'enfance, parce que les enfants d'aujourd'hui, finalement, ce sont les adultes de demain. Et maintenant, on reçoit une de ces victimes collatérales des nombreux dysfonctionnements de l'aide sociale. Et voilà, pour continuer à en parler, j'accueille un homme qui a subi des maltraitances dans sa famille d'accueil lorsqu'il était petit. Voici Jesse Camara. Alors Jesse, bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'on peut le dire, on se connaît. On se connaît très bien même. Tu es mon pilote moto. Exactement. Tu m'as raconté ce qui t'est arrivé. Ouais. Et je voulais que tu viennes témoigner ce soir. Ouais. Voilà. Non mais Thierry, tu vas pas pleurer là, arrête. Mais si, parce que je sais ce qui t'est arrivé, tu me l'as déjà raconté à moi. Voilà, c'est le témoin de la semaine. Bonsoir Jesse. Bonsoir. Alors vous avez 44 ans. 44, oui. Et lorsque vous avez 8 mois, votre maman fait une tentative de suicide en se défenestrant du 4e étage. C'est ça. L'État vous place. Et malgré votre très jeune âge, vous êtes ballotté de nourrice en nourrice. Oui. C'est pas facile comme début de vie, ça. Non, ça l'est pas effectivement, mais après c'est une période dont je me rappelle pas parce que j'étais tout petit, j'étais un bébé, donc effectivement peut-être ça a créé chez moi puisque des choses inconscientes d'une forme d'instabilité, mais je me rappelle pas de cette période véritablement, c'est des souvenirs qu'on m'a indiqués tout simplement. Et puis à l'âge de 3 ans, on vous place dans une famille d'accueil en Normandie, oui. Et c'est là que vous allez vivre un enfer. Oui, le mot enfer, c'est peu de le dire, pour un enfant en tout cas. En fait, j'ai été placé dans une famille d'accueil, dans l'Orne, dans le 61. Et on m'a placé là-bas, bien entendu, parce que quand vous êtes un enfant de la DAS, vous êtes forcément un enfant traumatisé. Et quand on vous place dans une famille, c'est pour qu'on puisse vous soigner. Dans cette famille, déjà, quand un enfant est placé, la DAS exige qu'il ait une chambre pour lui. Donc j'avais ma chambre. Après, il y a tout le côté affectif qui est nécessaire. Tout ça, j'en étais dépourvu. J'avais rien. Ça veut dire que dès 3 ans, je devais rester dans ma chambre tout seul. On me sortait que pour manger. On m'appelait jamais par mon prénom. On m'a toujours appelé par mon nom de famille Camara. D'accord ? J'avais, malheureusement, par rapport aux autres enfants de la famille, ils avaient tout, j'avais rien. Tout le temps, au quotidien, j'avais des maltraitances. Le classique, c'était le martinet. D'accord ? Ou alors on me laissait, on me mettait à genoux sur une grille, un paillasson métallique, ça fait super mal. Le métal sur le genou, la sensation avec les mains sur la tête, c'est horrible. On me faisait ça dès 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a cet épisode où, enfant, vous vous réjouissez d'aller à la kermesse de l'école. Oui, effectivement. C'est-à-dire que les enfants maltraités, nous, on pisse au lit. C'est un classique. Et moi, je faisais pipi au lit. Et un jour, elle a soulevé ma couverture, elle avait une auréole, elle m'a tiré par les cheveux, elle m'a jeté dans la salle de bain, elle m'a forcé à faire pipi dans les toilettes, elle a pris un bol, elle a ramassé le pipi, et elle m'a demandé de le boire. Elle, c'est la mère qui vous a accueilli. C'est la mère de ma famille d'accueil. C'est elle qui était chargée de s'occuper de moi. C'est elle qui vous faisait subir toutes ces violences. Oui, toutes ces violences, ça venait d'elle. Et donc, je regarde le bol, je la regarde, et elle me dit, t'iras pas à la kermesse si tu bois pas. J'ai bu. J'ai été à la kermesse. On me fait boire de l'urine, on me fait taper dans des cailloux pieds nus. On te fait manger ton mouchoir. On m'a fait manger mon mouchoir, Thierry. Un mouchoir en tissu, les bons mouchoirs d'époque pour se mocher notre morve. Tu vois ? Ce mouchoir, j'avais fait un nœud, j'arrivais pas à le défaire. Elle m'a dit de le défaire, Thierry. J'y arrivais pas. Elle m'a dit, tu le mangeras à midi. Je savais qu'elle déconnait pas. J'ai tout fait pour le défaire, j'ai pas réussi.
à table devant tous ses enfants, avec de la purée, elle était dans mon assiette. Elle est partie dans la cuisine. Moi, je suis un guerrier, j'ai dit, OK, il faut que je le mange. Ah, bah, je sais pas comment j'ai réussi à passer ce meuble, j'ai mis de la purée. Je l'ai mangé, il est passé. Elle est revenue, elle dit, mais il est où? Je dis, je l'ai mangé. Elle était morte de rire, c'est tous morts de rire. Mais ça, c'est des sévices parmi tant d'autres. Et il y a aussi cet épisode où à Noël, vous recevez comme cadeau un camion. Oui, joué. oui, les enfants de la DAS, on a cette chance d'avoir de l'argent de vêture, de l'argent de poche, et on nous donne de l'argent pour acheter des cadeaux. Enfin, on donne aux familles. Il m'avait effectivement acheté tous mes cadeaux. J'étais content, j'y ai joué le jour de Noël, sauf que le lendemain, j'avais pas le droit d'y jouer. Et c'était quoi comme cadeau vous avez offert? J'avais un accordéon, j'avais un camion, un espèce de robot un peu à la Goldorak. Et donc, ce qu'elle avait fait, c'est que j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. C'est qu'elle avait pris mes jouets et les avait mis dans le placard mural, en haut, dans ma chambre. Mais elle avait laissé la clé. Donc, qu'est-ce que je faisais moi? Discrètement, j'ouvrais, je montais sur les 2 étagères et je jouais en haut, au cas où elle me surprenne, que je puisse vite me dégager et rentrer sur mon lit. J'étais pas con. Vous savez, quand vous êtes harcelé, jeune, vous êtes aux aguets tout le temps. Vous démerdez comme vous pouvez pour chercher votre liberté et votre moment de plaisir. D'accord? Ça, je l'ai jamais perdu. Et donc, un jour, elle m'a surpris. Elle m'a tiré, elle m'a jeté sur le lit. Elle a pris mes jouets, elle me les a jetés dessus. Un camion a tapé sur mon genou, elle m'a sectionné tout le genou. La cicatrice, je la porte encore aujourd'hui. C'est un V. J'avais 8 ans. Elle a pris mes jouets, elle les a jetés par la fenêtre. Mes jouets de Noël se sont explosés dans le sol. J'ai couru toute ma vie derrière ces jouets. Je suis content. Tu peux raconter ça. Monia. Jessie, je tenais à vous offrir un cadeau aujourd'hui. Je voulais vous offrir un camion. Il était comme ça. Je voulais vous offrir le camion avec lequel vous auriez dû jouer avec de l'insouciance pendant toute votre enfance. Parce que je sais que témoigner pour vous aujourd'hui, c'est la première fois. Oui. Et parce que c'est symbolique. Oui. On va l'appeler le camion de la résilience. Ouais. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, Monia. Merci beaucoup. Merci. Plus de peine que d'allégresse. Enfant de la masse, enfant de la DAS, tant de haine. Enfant de la DAS, plus de peine que d'allégresse. Go down. Alors, Raquel, l'alimentation pèse lourd sur le budget des ménages et les promos et les prix cassés permettront-ils aux Français de remplir leur caddie pour Noël? Pas de cadeau dans le caddie, c'est votre une, Raquel. Vous avez 1 minute et 10 secondes. Top chrono. Oui, le caddie dont on parle énormément dans ce mouvement des Gilets jaunes. On les a tous entendus, que ce soit sur les ronds-points, sur les plateaux télé, dans les différents témoignages. On parle du frigo vide. On parle de vouloir avoir autre chose dans le frigo que des pâtes et du jambon. On parle de ce 15 du mois à partir duquel on a faim. La faim, on parle de la faim dans la 5e puissance économique au monde. C'est absolument frappant qu'on en soit arrivé là. Et en plus, ce n'est pas fini, vu que la période des fêtes arrive maintenant. Et la période de la fin d'année, c'est précisément le moment où on a envie de se réunir pour partager la table. Pour justement, autour de cette culture culinaire, cette gastronomie qui fait la marque de fabrique de la France, célébrer tous ensemble. Or, ça va devenir un moment de souffrance. Pour analyser ça, il y a Perico Légas, critique gastronomique, qui est invité aujourd'hui, témoin de la semaine, pour nous en parler. Perico Légas, je l'accueille immédiatement. Ça va, Perico? Ça va bien. Alors, Perico Légas, donc Natacha Polony, Alexis Corbière, Raquel Garrido, les amours. Alors, selon vous, il faudrait consommer moins, mais consommer mieux. Vous écrivez que la course aux promos a provoqué une baisse de qualité des aliments et pire, une hausse des maladies. C'est logique. Ouais.
Quand on baisse les prix, on baisse la qualité. Si on baisse la qualité, on attaque l'environnement, on donne de la saloperie à manger aux pauvres. C'est toujours eux. Notre livre tombe en plein gilet jaune. C'est les gilets jaunes à table que nous défendons. Ouais. Et c'est vrai que ce sont les classes défavorisées qui sont souvent les plus exposées à la malbouffe. La malbouffe qui a été engendrée par le système néolibéral, qui veut une surproduction pour une surconsommation. La grande distribution, les grandes surfaces ont organisé tout ça. Toujours moins cher que ce qu'on nous dit depuis 40 ans. Consacrez le moins de temps et le moins d'argent possible à votre alimentation. C'est vrai. Alors, ce qui est épatant dans le livre, c'est que vous dites, je tiens de sources sûres, c'est incroyable, que le ministère de l'économie redoute la hausse des prix, et notamment le prix des carburants. Vous dites, parce que cela affecterait en premier lieu les classes les plus modestes, et le ministère de l'économie craint que cela ne déclenche un mouvement de révolte. Un mouvement de révolte, vous l'avez anticipé, vous avez une boule de cristal à la maison? Il fallait pas être bien devin, même Alexis Corbière aurait pu le comprendre tout seul. Vous vous souvenez du 25 octobre 1995, la fracture sociale? Chirac est élu avec le soutien de la gauche. La fracture sociale, discours de Philippe Séguin. Et le 26 octobre 1995, 4 mois après, il explique: je ne peux pas tenir ma promesse électorale, c'est nouveau. On est obligé de revenir à l'orthodoxie monétaire bruxelloise et l'économie continuera comme ça. Et à l'époque déjà, c'est le moment où on dit aux gens: consommez, consommez. Oui, mais le budget est toujours le même. Sur quoi est-ce qu'on peut prélever cette surconsommation pour pouvoir se l'offrir? Sur le budget alimentaire, dont on nous dit l'agro-industrie va faire des produits de plus en plus concentrés, de moins en moins chers, qui seront vendus dans le chariot, par la grande distribution, vous êtes réglés. Et donc le budget alimentaire est passé dans les années 70 de 22 à 25%, à 8 à 10%. Mais 25% à 8%, vous imaginez que s'il y a 20% de baisse, 15% de baisse, c'est une baisse qualitative. Et ce que je disais tout à l'heure, baisse de la qualité des aliments. On introduit de plus en plus de techniques et de chimie pour produire l'aliment de plus en plus vite et de moins en moins cher. Ça abîme l'environnement. Et surtout, à la fin de l'année, quand vous faites le bilan du cocktail chimique, des molécules, des toxines que vous avez ingurgitées, quand vous ne mangez que des plats chimiques préparés, eh ben, on a des maladies épouvantables. Mais il y en a un qui est content. C'est le lobby pharmaceutique. Qu'est-ce qu'il dit, le lobby pharmaceutique, à ses copains de la grande distribution et de l'agro-industrie? Chérie, ne touche à rien, je n'ai jamais vendu autant de médicaments. Ouais. Et en France, ça tombe bien. Autant aux États-Unis, votre cancer, vous le payez avec votre carte de crédit. En France, cette maladie engendrée par la malbouffe, avec le soutien elle est remboursée par la sécurité sociale. C'est le contribuable qui paye. Donc la France est le pays idéal pour la malbouffe. C'est pour ça qu'on est payé. C'est lumineux. On a le plus. Cette semaine, nous avons commémoré le 3e anniversaire des attentats djihadistes du 13 novembre qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés. Certaines familles des victimes réclament des comptes à l'État. 13 novembre 2015, la voix de ma fille. C'est votre une, Natacha Polony. Tous les Français se souviennent ce qu'ils faisaient au moment où ils ont appris ces attentats. Ça fait partie de la mémoire traumatique collective. Mais la question que nous pouvons tous nous poser aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé depuis, ce que nous avons fait. Et est-ce que ces 130 morts, ces 350 blessés vont tout simplement s'effacer? Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle de la résilience? Parce que les bougies, les rassemblements, ça ne suffit pas. Parce que proclamer « vous n'aurez pas ma haine », c'est magnifique et c'est noble, mais parfois on peut aussi réagir différemment. Et il y a un père qui réagit différemment, Patrick Jardin, parce qu'il a perdu sa fille et parce que, comme beaucoup d'autres, il pose la question de savoir est-ce qu'il y a aujourd'hui, 3 ans après, moins de gens qui haïssent notre modèle culturel, qui haïssent notre société? Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il y en ait moins? Parce qu'ils étaient français, ceux qui ont tiré sur d'autres Français, donc comment on répond à ça? Et voilà, j'accueille Patrick Jardin, dont la fille a été tuée au Bataclan. Patrick Jardin, merci d'être avec nous. Donc c'est l'heure du témoin de la semaine. Patrick Jardin, aujourd'hui vous êtes toujours en colère. Oui. Contre ceux qui ont tué votre fille Nathalie lors des attentats du Bataclan. Vous dites à propos des terroristes, ils ont ma haine. Oui. Mais vous tenez les politiques pour responsables. Pourquoi, Patrick? Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui figurent encore dans ces attentats, notamment au sujet des militaires qui étaient en face, à qui on a donné l'ordre de ne pas tirer. Il y avait également un régiment de gendarmerie du 31-7 de Reims qui était normalement affecté à la surveillance de Manuel Valls, qui avait fait colonne de leur propre initiative vers le Bataclan. Ils ont été rappelés. Il y avait sur place des gens du raid qui étaient là,
On leur a interdit d'intervenir, tout ça pour attendre que la BRI intervienne. Et il s'est passé entre-temps 2h30. J'estime que, bon, peut-être ma fille n'aurait pas été sauvée, mais on aurait pu sauver d'autres personnes. Patrick Jardin, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça se passerait de la même manière? C'est-à-dire que il y a 3 ans, hélas, il y a eu des autorités qui ont été prises de court. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on puisse se dire que ça ne se passerait pas comme ça. Ce serait exactement pareil. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a déploré Charlie. Après, il y a eu le Bataclan. Après, il y a eu Nice. Mais je suis certain que s'il y avait de nouveau un nouvel attentat dans un stade, une salle de spectacle, on déplorerait le même nombre de morts. Quand on regarde les articles qui parlent de vos prises de position, de votre combat, on a l'impression que vous êtes considéré par certains comme la mauvaise victime. C'est-à-dire comme celui qui n'est pas justement dans la résilience, celui qui affirme, oui, qu'il a de la haine. Et on a l'impression qu'on vous reproche cette haine au lieu de tout simplement se dire que la haine est venue d'ailleurs. La haine est venue de ceux qui ont massacré 130 personnes. Exactement, mais je ne comprends même pas d'ailleurs pourquoi on me met dans cette catégorie-là, parce que certains journalistes m'ont même traité de facho, d'extrême droite et autres. Mais le journal Le Monde, pour le citer. Oui, entre autres. Mais j'estime qu'au lieu de se préoccuper de mes appartenances politiques, il ferait mieux, eux, de s'occuper véritablement de l'attentat du Bataclan et de poser les bonnes questions. Parce que moi, je suis un papa qui a perdu sa fille, certes, mais que je sois de droite, de gauche, du centre ou n'importe où, ça ne change rien. Mon deuil est le même. C'est une façon, justement, de vivre votre deuil que d'essayer d'alerter. Malheureusement, ma fille, je ne pourrais pas la faire revenir. C'est clair, elle est décédée, je ne pourrais pas la faire revenir. Par contre, si je peux modestement apporter ma contribution pour qu'il n'y ait plus d'autres Nathalie, alors oui, ça motive. Quelle décision aujourd'hui, quelle décision politique pourrait vous donner l'impression justement que vous avez rempli une part de ce que vous vous étiez fixé? Ce que je voudrais, c'est qu'on se mette quand même à lutter contre l'islamisation de notre pays. Parce que si on n'intervient pas rapidement, dans peu de temps, on vivra sous la charia. Et déjà, dans certaines banlieues, moi, malheureusement, je suis dans le nord de la France, à Tourcoing, M. Dupond-Moretti connaît bien, Roubaix, il y a certains quartiers où c'est déjà la charia. Eric? D'abord, cet homme, il a le droit de haïr les artisans de son malheur. Personne ne peut lui en faire leur reproche. Personne. Même un grand journal du soir, si... Absolument. Que j'ai voulu citer. Mais moi j'ai beaucoup écrit sur les victimes et sur la résilience. Le devoir d'une victime, c'est la résilience, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, il y a autre chose. Il y a comment la place que l'on consacre à la victime dans le procès pénal. Et la douleur de la victime ne peut pas tout emporter sur son passage, et en particulier balayer les règles que notre société civilisée a mis des millénaires à élaborer. Au fond, ce que veulent les terroristes, c'est nous interdire de vivre comme nous vivons, avec nos choix. Les rapports que nous avons, hommes-femmes, le rapport que nous entretenons avec la démocratie. Et la traduction de cela en matière de justice, c'est par exemple la règle du doute, c'est la procédure. Il y a parfois une confusion, il y a parfois des victimes qui, à l'audience, ne reconnaissent même pas la possibilité pour un accusé d'être défendu. Et là, on est dans la régression de notre époque, parce que ce qui distingue le terrorisme de la civilisation, c'est la règle de droit. Mais on ne peut pas interdire à un homme de haïr. D'ailleurs, monsieur, personne, je le dis, personne ne peut se mettre à votre place. Alors, Monia, vous allez nous parler d'Adina Tanke, qui s'est faite humilier lorsqu'elle était enfant parce qu'elle est albinos. Et aujourd'hui, elle se bat pour que le regard sur cette anomalie génétique change. C'est votre une. Le massacre des albinos. Vous avez 1 minute et 8 secondes. Top chrono. Alors, j'aimerais vous citer l'artiste malien Salif Keita, qui est lui-même atteint d'albinisme, qui disait qu'il est difficile d'être blanc de peau
et noirs de sang. Parce qu'en fait, ils sont une anomalie génétique pour les scientifiques, mais ils sont aussi un porte-bonheur pour les superstitieux. Ces temps-ci, au Sénégal, ils sont en train de préparer leurs élections présidentielles et les albinos du Sénégal sont dans la peur. Ils sont en train de se cacher parce qu'ils ont le mauvais souvenir des élections de 2012 où ils étaient chassés, où il y a une chasse à l'homme parce qu'on les attrapait pour les démembrer, pour faire des crimes de rituel. Salif Keita, lui, joue les lanceurs d'alerte. Il nous rappelle qu'à chaque élection, les albinos deviennent du gibier. Par exemple, cet été, la petite Ramara, albinos de 5 ans, s'est fait enlever dans son village au Mali, juste avant les élections présidentielles. On l'a retrouvée démembrée. Selon la police, en fait, elle a été sacrifiée pour porter bonheur à un candidat. Donc vivants, ils sont des parias. En pièces détachées, ce sont des gris-gris. Leur corps a même un prix. Il coûte 75 000 € selon l'ONU. Pour continuer à en parler, j'accueille Adina Tanke. Adina, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes née au Cameroun et à l'âge de 5 ans, vos parents décident de vous envoyer en France en vous faisant croire que c'est juste pour les vacances. Moi, je voulais savoir, est-ce que selon vous, c'était pour vous protéger, pour vous sauver la vie? Je pense qu'ils ont pas voulu m'assumer dès le départ. Vous étiez une honte? Comme mon papa, il est polygame et qu'il avait des enfants noirs et que moi, j'étais albinos et que les autres femmes de mon père se moquaient de ma mère parce que j'étais née albinos, je pense qu'elle a eu un peu honte ou peur de me garder. Une fois que vous arrivez en France, ça ne se passe pas bien, vous êtes victime de maltraitance, vous pensez que tout ça est lié à votre albinisme? Oui, oui, oui. Franchement, moi, j'ai été maltraitée dans ma propre famille, ils m'ont rejetée parce que j'étais albinos, parce que les brimades que j'avais, c'était toujours, en fin de compte, plus, pas parce que je faisais des bêtises, mais c'était plus par rapport à ma particularité, parce que même, vous voyez, le week-end, souvent, il y avait des réunions familiales, et ben, tout le monde était joyeux, festif, mais moi, j'étais enfermée, en fin de compte, dans le débarras, vendredi, samedi, dimanche, et les gens, en fin de compte, ils ne me voyaient pas. Donc, vous souffriez tellement que vous avez même pensé au suicide? Tout à fait, oui. Mais moi, j'ai souffert plus, pas parce que j'étais albinos, moi, j'ai souffert parce que j'ai grandi dans une famille qui ne m'aimait pas parce que j'étais comme ça. J'ai plus souffert parce que j'ai pas eu d'amour, en fin de compte, des gens qui étaient censés me donner de l'amour, de l'assurance, de l'affection. C'est plus ça qui m'a fait plus du mal que le fait d'être ce que je suis. Et puis vous êtes protégée par l'aide sociale en enfance qui, à vos 19 ans, vous offre un voyage. Vous pouvez enfin retourner au Cameroun et là, vous découvrez le sort des autres albinos. Là, j'ai pu revoir mes parents. J'ai vu aussi les albinos, parce qu'ici en France, j'en avais pas rencontré. Là, j'ai vu qu'il y avait des albinos physiquement qui étaient dans un état pire que moi, parce que moi j'avais ma peau qui était blanche, j'étais belle, j'avais une belle peau et tout. Pour créer votre association, en fait, vous découvrez via un documentaire que, en fait, il existe des chasses à l'homme faites aux albinos et qu'on les massacre. C'est ça. Et là, vous décidez de créer votre association. Ils ont montré au journal du 20h une petite fille de 7 ans qui s'était fait découper. Et c'est que quand je suis arrivée le matin au travail que mes collègues ils m'ont dit, voilà, toi qui es tellement gentil, t'accueilles bien les gens, mais eux, regarde, ils vous tuent chez vous, ils vous massacrent. Et moi, quand j'ai fait ça, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur et tout. Donc pendant la pause, je suis partie au service des associations pour prendre des renseignements. Comment je vais faire pour créer une association? Et je me suis dit, la première des choses, quand je vais créer l'association, je vais me servir déjà de mon cas à moi. Comme ça, tout le monde va savoir que même que je suis albinos, mais qu'on est des gens normaux, qu'on a un travail, qu'on peut être beau, qu'on peut s'insérer, vous voyez, dans... Et aujourd'hui, maintenant, vous êtes un symbole, vous êtes un porte-parole, vous êtes comédienne. Par exemple, le dernier film dans lequel vous avez joué dans Hunger Games, quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais, vous êtes aussi mannequin. Tout à fait, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous trouver belle? Bien sûr, oui, aujourd'hui, je suis très, très fière de moi. J'étais tout en bas, moi, j'étais rien du tout. Quand je sors dehors, j'ai plus honte de moi-même. Aujourd'hui, franchement, plus personne... Grâce à la mode, maintenant, on peut dire albinos, c'est beautiful. Patrick, un mot. Ému
Je suis ému. Puis ce qu'on a dit tout à l'heure, elle a parlé de quoi là? D'amour, de partage, qui pour moi sont les mots essentiels. C'est des années que je me bats pour ça. Bon, on est mes frères d'âme. Elle est belle, toute belle. Go down. Raquel, alors comment font les célibataires fortunés pour trouver l'amour? Eh bien, ils vont sur des applications où il y a des riches. Et ça vous a inspiré votre une, l'amour du riche. Vous avez 1 minute 30 secondes, top chrono. En effet, j'ai lu dans les Échos qu'il existait désormais des sites en ligne, des applications qui étaient réservées aux gens très fortunés. Par exemple, il y en a un, il faut gagner au moins 200 000 $, 176 000 € par année, pour pouvoir y participer. Et il y en a plusieurs de cet acabit, et je me suis dit, c'est quand même pas possible, parce que normalement, on sait tous qu'on se marie plutôt dans nos classes sociales, ça c'est vieux comme Bourdieu et la sociologie. Alors du coup, j'ai regardé, il y a une thèse de 2014 et 2015 qui montre que désormais, en fait, autant globalement, on est un petit peu plus ouvert, mais il y a une catégorie sociale qui est de plus en plus fermée, c'est effectivement les plus riches et les jeunes des grandes écoles. De plus en plus, ils se marient entre eux. Et je me dis, ben justement, alors on a l'explication de tout ce mouvement aussi des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette caste, au fond, qui se marie entre elles, qui ne fréquente qu'elle, qui ne réfléchit et ne voit qu'elle, au point de s'abonner à des sites comme ça, très chers, pour absolument ne pas voir les autres. Alors, je me suis dit, en plus de l'aspect politique de cette affaire-là, que ça montrait aussi que l'amour était une illusion. En gros, on pense épouser quelqu'un par amour. Mais il y a plein d'autres déterminants qui nous mènent à cela. Et pour parler de l'illusion de l'amour, pour parler de cette façon dont on crée, en fait, une créature que l'on aime, je voudrais qu'on parle avec Yann Moix, qui publie Rompre. Oh, vous avez deux secondes. La semaine prochaine, Raquel aura 1 minute et 2 secondes, et nous, on continue. Pour parler d'amour, j'accueille l'écrivain, cinéaste et chroniqueur Yann Moix. Bonsoir, ça va depuis hier? Ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici. Ça fait un jour, ouais. Yann, je vis avec la même personne depuis 22 ans. J'ai fait 3 enfants avec cette même personne avec laquelle je vis depuis tout ce tas d'années. Ça doit vous sembler absolument monstrueux. Non, vous me décrivez le paradis terrestre. Ah. On dit que je suis moi en enfer. Ah, j'ai cru que vous me recommanderiez de rompre. Je donnerais des millions d'euros pour pouvoir vivre ça, en fait. C'est la vérité. Non, mais il est malheureux, Yann, bah oui. Je suis tellement abîmé par l'existence que j'ai l'impression qu'on me siffle quand on me plaint. Je pense qu'il y a des candidates ici. Alors bien sûr, il y a une différence entre le couple et l'amour. J'ai la sensation, peut-être erronée, que la présence et la compagnie, ce n'est pas exactement la même chose. Et je crois que la présence est quelque chose d'important à condition que cette présence ne soit pas forcément matérialisée par la personne. On peut être avec quelqu'un sans forcément partager sa vie 24 heures sur 24 avec. C'est la différence, peut-être naïve, que je fais entre la compagnie et la présence, entre le couple et être à deux ou être ensemble. Ceux qui parviennent à trouver une présence dans la compagnie sont mes idoles. Ah là là, il est bon. C'est que des punchlines. C'est Mister Punchline. Il y a des phrases qui sont bien, quoi. Ouais. Vous, avec ce livre, vous dépeignez finalement assez négativement. Hein, vous êtes assez lucide. Vous dites que vous êtes autocentré, que vous êtes égoïste. Il y a une différence entre l'égocentrisme et le narcissisme. Je suis égocentrique, mais pas narcissique. C'est-à-dire que je ne m'aime pas. J'ai une self-esteem proche de 0. Mais comme souvent les gens qui ont une estime très faible d'eux-mêmes ou très abîmés, ils ont tendance à ramener tout à eux. C'est un artifice pour compenser. Mais c'est vrai que je ne m'estime pas du tout. Donc du coup, je parle de moi toute la journée, ce qui est tout à fait logique. Gérard, vous qui êtes psychanalyste, c'est un drôle de sujet quand même, non? Ce que je trouve le plus fascinant chez Yann Moix, c'est le fait que c'est l'inverse d'un leader. C'est-à-dire qu'il parle au plus profond de lui-même et pour lui-même, et chaque fois qu'il dit quelque chose, on s'imagine qu'il donne ou des conseils ou des directives. C'est l'inverse. La polémique qu'il y a eu à son sujet m'a frappé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui faisait un aveu, ce qui est toujours difficile à faire, en public comme en privé. Il fait un aveu, et on croit qu'en faisant cet aveu sur
qu'est-ce qu'on va dire, l'orientation de son désir, ce qui pour chacun de nous est un mystère, on croit qu'en faisant cet aveu, il nous donne en quelque sorte une consigne, où il nous dit comment faire, où il nous dit voilà ce qui est bien. C'est l'inverse de quelqu'un qui est sûr de lui. C'est en ce sens-là, effectivement, c'est un écrivain. Il parle d'abord pour lui, et c'est en ce sens-là qu'il peut avoir des milliers de lecteurs. Je ne sais pas, vous évoquez des millions que vous étiez prêt à donner à Raquel pour avoir sa vie. Je ne sais pas si vous avez donné quelques milliers d'euros à un analyste, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce que vous faites publiquement rend un hommage incroyable à la fonction de l'analyse. Monia. Alors moi, j'ai lu le livre et j'ai trouvé que certaines phrases, c'était de l'orfèvrerie. Et moi, je n'ai pas vu la rupture amoureuse dans ce bouquin, j'ai vu la rupture avec l'enfance et la rupture avec les parents. L'échec amoureux que vous ressentez, c'est en fait tout simplement cette souffrance que vous avez ressentie avec vos parents et vous décrivez cette violence. Et là, c'est une personne qui a ressenti aussi dans sa chair et dans son corps cette violence pendant l'enfance et je comprends. Beaucoup de gens vous ont demandé si vous alliez envoyer ce livre à la femme qui vous a quitté, à savoir Emmanuel. Moi, ma question, c'est est-ce que vous allez envoyer ce livre à vos parents? Alors, non. Mais sur l'enfance, j'ai remarqué que dans la vie, on a tous des pulsions de mort. C'est-à-dire que on se fait tous du mal avec quelque chose. Il y a des gens qui se mettent des seringues dans les veines, d'autres qui enfilent les bouteilles de whisky, d'autres qui se font frapper ou qui cherchent à le faire. Et moi, la seule manière que j'ai trouvé d'avoir ma dose, c'est effectivement de me retrouver dans un état de violence, à la fois psychologique et physique, qui ressemblait à l'époque où je prenais des coups de rallonge électrique et des choses comme ça. Et donc la manière, au moment même où je me fais, c'est un peu difficile de dire ça à la télévision, l'état dans lequel je suis recroquevillé sur la moquette en pleurant quand je me fais quitter est exactement le même que celui qui suivait les corrections que je recevais quand j'étais petit. Et je crois que la rupture amoureuse est pour moi la manière de me refaire frapper à l'infini. C'est peut-être de la psychanalyse de bazar, c'est comme ça que je le ressens parce que je me suis aperçu que les cris que je poussais, les hurlements que je poussais, les pleurs que j'évacuais et la position fœtale sur la moquette est exactement la même que celle des coups qui suivaient les coups. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapport entre les deux situations. Et une question plus légère, comme le livre est tout petit et tout court, est-ce qu'elle a raison, Valérie Damido, sur la taille? Je ne vais pas citer les philosophes ce soir. Restons-en là. Alors, 4 ans après, est-on toujours Charlie ou a-t-on tiré un trait sur la mort des dessinateurs? Pierre Licia, vous êtes allé enquêter Magnéto, Serge. « 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. » 4 ans après, où en est l'esprit de Charlie? On est allé vous poser la question. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui Charlie? Oui, plutôt, ouais. Ouais, je suis Charlie, mais je suis pas Charlie Hebdo, en fait. Je suis triste pour les gens qui ont travaillé sur ce journal. J'ai pas compris le sens de Charlie. Non, mais Charlie, c'est l'humour, la satire, la liberté, tout ça. Mais l'expression « je suis Charlie », j'aime pas. Comme il a fait les prophètes, je sais pas. Les caricatures. Voilà, les caricatures, ces choses-là, voilà. C'est une provocation, on peut dire ça, vis-à-vis les religions. Ici, là, on est devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Vous êtes une rescapée. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur les lieux? C'était des lieux de vie pour nous avant. On venait ici pour travailler. Là où vous voyez les gerbes de fleurs. Aujourd'hui, moi, c'est un quartier que j'évite. Je ne peux pas venir ici sans penser à eux tous. Voilà. L'esprit Charlie, pour moi, est un esprit très français qui s'oppose à la bigoterie, à la bien-pensance. C'est aussi l'humour, le panache, c'est aussi le courage. Être Charlie aujourd'hui, ça veut dire être capable de mourir pour ses idées. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur le front de la liberté d'expression en France?
Elle a reculé depuis 4 ans et je ne pense pas qu'un journal français se remettrait à dessiner le prophète. Il y a une forme d'autocensure, une forme de terreur intellectuelle très insidieuse qui fait que beaucoup évitent de parler des sujets qui pourtant sont des sujets fondamentaux. Aujourd'hui, le curseur de la liberté d'expression est plus bas puisque je reçois des menaces, par exemple, simplement pour avoir dit qu'il fallait que l'islam se soumette à la critique, à l'humour et aux lois de la République. Bonsoir Zineb. Bonsoir Pierre. Vous dénoncez dans votre ouvrage le totalitarisme intellectuel de l'islamisme radical qui fait que finalement toute réflexion sur l'islam aujourd'hui en France est devenue de l'islamophobie. Et que cette présomption d'islamophobie empêche toute possibilité d'un débat. C'est quoi? C'est une guerre des mots? Alors déjà en France, nous sommes encore bien heureux d'avoir des lois qui nous protègent, même si parfois l'opinion publique prend le dessus sur les lois. Mes collègues qui ont été assassinés il y a 4 ans étaient protégés par la loi française, pourtant ils ont été massacrés. Connaissez-vous un seul endroit dans le monde où on puisse critiquer finalement la religion islamique sans rien risquer? Alors ici, on vous taxe d'islamophobie. L'islamophobie d'ailleurs qui est une supercherie, une imposture intellectuelle que je conteste. Un mot inventé par les Qataris. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, quand on vous taxe d'islamophobe, d'abord il y a le mot phobie. C'est-à-dire que vous êtes atteint d'une pathologie psychiatrique et que vous souffrez d'une peur irrationnelle. Or, la peur aujourd'hui de l'islamisme radical est une peur extrêmement justifiée et rationnelle. Donc, et puis, par ailleurs, là où l'islam a le pouvoir coercitif, c'est-à-dire dans toutes les théocraties islamiques du monde, il n'existe pas d'islamophobie. Là-bas, quand vous critiquez l'islam, on vous accuse d'apostasie ou de blasphème, on vous fouette, on vous lapide, on vous jette en prison ou on vous assassine. Mais dans les démocraties occidentales où la loi protège notre liberté de penser et de dire ce que, finalement, d'exprimer nos opinions, eh bien là, pour nous faire taire, les pleurnichards, justement, de cette cause, viennent la main sur le cœur et la larme à l'œil nous dire « Vous êtes islamophobe, vous avez blessé mes sentiments. » Pourquoi critiquer l'islam serait-il islamophobe, donc prétendument raciste contre la supposée race musulmane, et critiquer le christianisme, par exemple, n'équivaut pas à de la christianophobie, donc contre un racisme, contre la prétendue race chrétienne. C'est absurde. Natacha a un très bon papier sur Zineb dans Marianne. Un papier dans lequel nous sommes allés demander à des responsables du culte musulman, leur réaction face aux menaces de mort dont vous avez été l'objet, aux menaces ignobles, juste parce que vous aviez dit que l'islam, comme toutes les autres religions, doit se soumettre à la critique et à l'humour. Et la réponse que nous avons obtenue, c'est le silence. Le silence absolu, rien. Et je pense qu'un des problèmes fondamentaux de l'islamisme, c'est qu'en fait, il prend en otage les musulmans dans leur ensemble. C'est-à-dire que le discours des islamistes, c'est d'expliquer qu'ils incarnent la pureté et donc qu'ils incarnent le véritable islam. Et une part des musulmans se sentent prisonniers parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur expliquer qu'ils sont de mauvais musulmans s'ils dénoncent l'islamisme. Ils sont réellement pris en otage et il faut les aider à se libérer de cela. Et je pense que si des responsables du culte musulman disait ouvertement que vous avez le droit de dire ce que vous voulez sur l'islam, parce que c'est le minimum de la liberté, je pense que ça aiderait. Hélas, ça n'est pas venu. Ils ne le disent malheureusement jamais. Alors aujourd'hui, en France, nous avons un concept qui sévit, qui est le concept de l'imam modéré. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est qu'un imam modéré. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'appelle pas au terrorisme? On a presque envie de dire merci. On est quand même en France. Et quand on voit, par exemple, après chaque attentat terroriste, tout le défilé d'imams qui vont aller dans les médias pour dire « Nous condamnons les attentats », on a envie de leur dire « Merci, messieurs, mais en fait, les attentats sont des crimes de masse condamnés par la loi. Nous aurions davantage besoin que vous condamniez vos textes sur lesquels s'appuient les terroristes pour commettre les attentats. » Lorsque nous avons eu le débat sur le Burkini,
tous les imams de France et de Navarre ont défilé pour pleurnicher à l'islamophobie et dire qu'il fallait permettre à ces jeunes femmes d'aller sur la plage en burkini. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un imam qui dise on peut tout à fait être musulmane et porter un maillot de bain. Il n'y a pas de problème à ça. Ça aurait été un imam modéré, mais malheureusement, il n'y en a pas. Alors attention, beaucoup. Franz, quand on vous entend, le cœur vous serre, on a les larmes aux yeux d'ailleurs. Vous êtes une femme d'un courage absolument dingue. Mais est-ce que vous avez le sentiment quand même que vous pourrez gagner ce combat extrêmement courageux? Sachez que si nous ne gagnons pas ce combat, eh bien nous sommes tous foutus. Ouais. Nous sommes tous foutus si nous ne le gagnons pas. Il s'agit du pays que nous laisserons à nos enfants. Et pour quelqu'un comme moi, vous pensez bien qu'il n'y a aucune patrie possible à part la France. Où diable voulez-vous que j'aille avec ce que je pense et ce que je suis et ce que je représente à leurs yeux? Ils ont été blessés par des violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes. Qui sont-ils? Pierre Licia est allé mettre un visage sur ceux qui se font appeler les gueules cassées. Magnéto Serge. Je suis devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. J'ai rendez-vous avec Franck, 20 ans, victime d'un tir de flashball lors d'une manifestation le 1er décembre. Salut Franck. Bonjour. Là, tu sors d'une consultation chez le médecin? Oui. Comment ça s'est passé? C'est très peu probable que je récupère mon œil. Est-ce que tu peux me raconter ce jour où tu manifestais sur les Champs-Élysées? Alors, j'étais le 1er décembre 2018 sur les Champs-Élysées. J'étais au téléphone avec ma mère pour la rassurer. Et au moment que j'ai tourné ma tête côté gauche, j'ai reçu une balle de flashball en plein dans l'œil. Le soir, j'ai du mal à m'endormir parce que quand je commence à fermer les yeux, j'ai des flashs, je revois la scène. Des blessés comme Franck sont plus d'une centaine partout en France. Direction Bordeaux, où je vais retrouver une autre victime d'un tir de flashball. Là, on est cours Victor Hugo, c'est ici même que vous avez été touché par un tir de flashball. L'ambiance de la manifestation, avant que ça dégénère, elle était... Ah, c'était festif. T'avais des tambours, t'avais des vieux, des jeunes, tout le monde rigolait. Non, c'était vraiment une ferveur, un peu comme à la Coupe du Monde. Et d'un coup, on a commencé à voir les fumigènes qui nous tombaient dessus, les flashballs qui passaient à côté de nous. Donc on a essayé de fuir par les petites ruelles, mais le seul problème, c'est que dans chaque petite ruelle, il y avait des cordons de CRS. Dès qu'on arrivait, ils nous gazaient, et dès qu'on repartait, on se faisait flashballer. Donc en attendant que les choses se tassent, on avait décidé de se mettre à l'abri de bus avec ma femme. Et c'est quand je me suis retourné pour regarder là vraiment où ils étaient, que j'ai vu l'autre qui était très près de moi, à 5-6 mètres, 7 mètres, je sais pas, et qui m'a tiré dessus, et là je me souviens plus. Quand vous reprenez connaissance, vous êtes à l'hôpital? Oui, je suis à l'hôpital, oui. Je me réveille, je sais même pas où je suis branché de partout. Et là, j'avais très mal et j'entends une porte qui s'ouvre. Je tourne la tête et là, je vois ma femme, elle arrive en pleurant. Et ça me fait mal parce que voilà, je suis en train de revivre un peu ça. Elle arrive en pleurant et elle me dit, mais chérie, t'as plus d'œil, t'as plus rien. Et donc, je lui demande ce qui s'est passé. Elle me fait, ils t'ont shooté avec un flashball. Je me suis regardé une fois dans la glace, depuis je me regarde pas. J'arrive pas à me voir. Je suis sans dents là, je suis défiguré là, j'ai plus d'œil, j'arrive pas. J'arrive pas à me regarder. À vous entendre, on a l'impression que votre vie s'est totalement arrêtée. Pour l'instant, c'est en stand-by, ouais. Maintenant, j'ai la rage, j'ai la haine. Et je sais pas comment l'exprimer. Parce que ça boue à l'intérieur de moi et je suis à peine à la moitié de ma vie. Ma vie, elle est gâchée. Elle est gâchée. Voilà. Pour continuer à en parler, j'accueille l'homme qui a perdu son œil droit lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Voici Jean-Marc Michaud.
merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir. Tout. Malgré votre souffrance, merci d'être là ce soir. Pierre, c'est à vous. Jean-Marc, merci pour votre témoignage, merci pour votre présence ce soir. Ma première question, c'est comment vous allez et comment va votre œil? Est-ce que vous avez espoir de voir à nouveau de l'œil droit? Moi non, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. Mon œil, il a été éclaté comme si vous preniez un grain de raisin et puis que vous l'éclatiez entre vos doigts, donc il ne reste plus que la peau. Non, j'ai plus d'œil, Non, il n'y a pas d'avenir pour l'instant. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir et c'est dur. C'est dur quand on a 40 ans, qu'on a une femme qui a 30 ans, qu'on n'a pas encore d'enfants, qu'on veut essayer d'en faire. Et qu'on voit que notre vie est gâchée parce que moi je suis minutieux. Enfin voilà, non, c'est baisé pour moi. Pour l'instant. Vous faites quelle profession? Je suis horticulteur. Vous ne pouvez plus faire votre travail? Non, je ne peux plus faire mon travail, je ne peux plus travailler la terre parce que la moindre poussière va aller dans l'œil, regarder un petit peu. Voilà. Ah putain. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous connaissez la puissance de ce que vous avez reçu? Vous oui, savez, une balle de... C'est 220 joules. C'est ça. 220 joules, c'est à peu près 320 km/h. C'est ça. Et vous savez qu'un coup de boxeur au visage, c'est 100 joules. Ouais. Alors quand on dit que c'est un coup de poing de Mike Tyson, je suis désolé, mais Mike Tyson, il ne met pas des coups de poing comme ça, quoi. Ouais. Justement, Jean-Marc, dans le petit magnéto, là, vous expliquez que vous avez la haine. Ouais. Vous dites, j'ai la haine, j'ai la rage. Ouais. À qui est-ce que vous en voulez? Au fils de pute qui m'a fait ça. Je suis désolé de parler comme ça, mais j'ai tellement la haine que je ne peux pas dire autrement. Pour moi, c'est un fils de pute. C'est comme Olivier qui a été tiré la semaine dernière. Il a été tiré de dos alors qu'il marchait. Moi, je ne me serais pas retourné. Il me serait arrivé exactement la même chose. On donne des outils à des gens qui ne sont déjà pas en capacité de les utiliser, qui n'ont pas les moyens. Et qui visent la tête, surtout. Et qui visent la tête. On dirait qu'on a donné des jouets à des gamins à Noël, quoi. Voilà, comme aux Indiens, aux cow-boys et aux Indiens, c'est pareil. Et non, c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça à un peuple, que ce soit moi ou que ce soit les autres. C'est pas normal. À la tête, c'est pas normal. On dit que c'est des armes semi-létales, mais non, c'est pas des armes semi-létales. Si vous le prenez en plein dans le plexus, je suis désolé, vous y restez. Si ma femme, elle a failli en prendre un dans la tête, j'étais obligé de la dégager, mais elle a fait 1m50 les bras levés, 45 kg tout mouillé. Donc elle l'aurait pris en pleine tête. On aurait fait quoi? Là, je serais avec un cercueil. Ouais. Michel, le pouvoir tire dans la foule. C'est clair. C'est clair. C'est clair, mais tout est fait pour ça. Je pense que depuis le début, Macron ne connaît de réponse que violente. Vraiment, alors il ne faut pas accabler la police. La police, il y a pas mal de gens qui vivent un peu comme des gilets jaunes, hein, mais il y a simplement... Qui sont blessés, Michel. Oui. Et qui sont blessés. Je suis entièrement d'accord aussi. Et moi, certains m'écrivent, effectivement, ils ne sont pas contents du rôle qu'on leur fait jouer. Donc ce sont des gens qui tirent ou qui ne tirent pas. On leur dit, allez-y, n'y allez pas. On leur dit, soyez sévères ou soyez cool, ou etc. Je suis désolé, excusez-moi, je vais vous arrêter, parce que quand on a un ordre, voilà, si l'ordre, on ne le trouve pas juste, on ne l'exécute pas. Bon, ça, c'est une autre histoire. C'est vrai, vous avez raison. Je voulais vous demander, vous portez votre gilet jaune, le gilet jaune que vous aviez lors de la manifestation où vous avez été touché. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore gilet jaune? Bien sûr que je vais manifester, et tous les samedis à Bordeaux, j'irai, même si, comme il y a 15 jours, je me suis retrouvé face à des CRS qui m'ont pointé avec leur flashball en me disant « tu dégages, sinon on te refait le deuxième œil ». Tu vois, là encore j'irai. Et j'irai encore me confronter à eux parce que c'est pas normal. Mais maintenant, mon combat est justement contre les violences policières. Il y en a qui vont se charger du combat gilet jaune. Moi, j'ai un autre combat. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Passion. Comment ça va, Tanguy? Mais ça va, et vous? Très bien. Voilà. Attention, attention, on passe à Passion. Alors ce soir, on a reçu Perico Légas, le mari de Natacha Polony,
Alexis Corbière, compagnon de Raquel Garrido, donc je réalise effaré qu'il s'agit d'une soirée couple. J'ai l'impression d'être un homme seul dans un club moite à devoir payer 70 € pour entrer, tandis que les gens en concubinage passent gratuitement. Donc, il faut que je forme un couple, moi aussi, tout de suite. Avec vous, Thierry, c'est pas possible, ça fait 30 ans que je vous vois à la télé, j'aurais l'impression de sortir avec Casimir. Personne n'a de relation avec un monument, à part Stéphane Bern, s'il est en manque au château de Versailles et qu'il y a un vase. Monia, trop de répartie. Une femme qui est drôle sans prompteur, je me méfie. Golnadel, impossible, je perds tous mes fans de gauche. Plus les antisémites. Et on peut pas se permettre en France de se mettre à dos le public antisémite. Ça représente trop de gens. Après, les salles sont vides. Donc, France, mon grand loup à la crinière clairsemée, je suis désolé, il ne reste que toi. En même temps, on a de la bouteille tous les deux. Déjà en 2009, tu m'incitais à être plus violent. C'est ton côté Marquis de Sade. En 85, on faisait les cons tous les deux avec un drone. On a traversé les époques, comme Gérard Collomb, mais à deux. C'est une longue histoire avec des hauts et des bas, comme celle de Macron avec les Français. Souvenez-vous, il y a 18 mois, c'était notre enfant chéri. On l'a vu apprendre à faire du vélo avec Brigitte. C'était sa première fois sans les petites roues. Cet été encore, il se faisait titiller les tétons par des midwives. Mother, I don't want to fuck. À chaque fois que leur mari regardait ailleurs. Et là, il est abattu. Il écoute des reprises de Daniel Guichard par Eddie de Pretto en se disant qu'il va mettre fin à ses jours en se tranchant les veines avec les pages du Wall Street Journal. Alors, certes, il reste de bons moments. Récemment, il était en Argentine pour le G20 où il a croisé le Saoudien Ben Salman, l'Hannibal Lecter du Moyen-Orient. Il lui a demandé « Mais enfin, qu'as-tu fait avec le journaliste Jamal Khashoggi ?» L'autre a répondu « Des sushis. » Mais, a-t-il ajouté, j'ai acheté un wok pour le prochain. Mohamed Ben Salman a aussi croisé Poutine, qu'il a checké. Wesh, gros, bien ou bien pour Poutine, tuer des journalistes, c'est une qualité. Le G20, c'est écologique, il y a tellement d'ordures qu'on a forcément envie de faire le tri. Et maintenant, eux l'aiment encore, c'est fidèle, ceux qui restent quand tout le monde se barre parce qu'ils n'ont rien d'autre, ces gros boulets. Ce sont les macronphiles. Avec Benjamin Griveaux qui se lance dans l'événementiel, on espère qu'il sera meilleur qu'en politique, puisque samedi a eu lieu la journée porte ouverte à son ministère. Idéal pour ceux qui ont raté les journées du patrimoine. Alors les visiteurs ont planté un pieu dans la voiture de Griveaux. C'est un truc qui se fait couramment, mais plutôt en Transylvanie, quand on pense que Dracula est au volant. Alors Griveaux, du coup, a voulu rendre le truc glamour, parce que s'il s'était fait trucider par un transpalette, ça aurait été la mort la plus con du monde. Et alors il a dit, ce n'est pas moi qui ai été attaqué, c'est la République. Il s'est pris pour Marianne. C'est une sorte de changement de sexe, mais sans avoir à passer sur le billard. Mais non, c'est pas la République, c'est vous, monsieur Griveaux, parce que vous avez fait le fanfaron. Alors que le pays est en ébullition, vous dites, on va être encore plus radicaux dans les réformes. Vous êtes du jus de merguez sur le barbecue vegan d'Émeric Caron. Nicole Belloubet qui ne dit rien, qu'on ne voit pas, on ne sait même pas si elle existe, personne ne l'attaque. Non mais Griveaux, en fait, c'est quoi? C'est un YouTuber, c'est tout. Il fait des vidéos. Regardez, il a filmé Agnès Buzyn en train de recoudre un bouton de Julien de Normandie. C'est un gosse, il est né en 80. La moitié de ses boutons ne se recousent pas, ils sont sur son visage. Non mais on a confié la France aux Kids United. Puis Griveaux a filmé le tournage du 3e volet des Soudoués avec Darmanin qui était en train d'appeler Europe Assistance pour se faire évacuer du gouvernement. Ils sont allés dans la rue à pied. C'est leur incursion dans le réel annuel. 2 minutes 30 dont ils profitent à fond. Elisabeth Borne, ministre des Transports, s'est même rendue dans le métro. C'était son baptême de terre. Jusqu'à présent, ces trous dans le sol, elle pensait que c'était des terriers. Quand elle est descendue, elle s'est dit « Mais comment des lapins ont-ils pu construire des escaliers ?» Ah, bravo. Édouard Philippe, lui, a rencontré des gosses, ces petits êtres qu'il faut foutre sous la douche de force pour qu'ils se lavent. Ils ont la vie de Michel Houellebecq, mais sans le succès. Alors, ils ont fait à Matignon une chasse au trésor. Donc, il fallait trouver dans le jardin quelque chose ayant plus de valeur qu'Édouard Philippe. Un gland, un caillou, n'importe quoi.
Ah, sinon, vous savez, l'ambiance en France est plus tendue que le jean de Kim Kardashian quand elle se penche pour caresser son chihuahua. Un député LaREM a reçu une lettre raciste, vous vous rendez compte? En 2019. Une lettre, alors qu'il y a les mails. Aurore Berger aussi a eu une lettre. La Poste connaît un vrai regain d'activité. Berger, tu parles trop, donc déjà, bon, il manque le S. Hein. Tu as été... Mais non, mais si Bernard Pivot en reçoit une comme ça, il tape un infarctus et finit au Père-Lachaise. Alors je continue. Nous te ferons la chatte au fer chaud. C'est forcément un coiffeur. Hein. Peut-être le même qui a fait ça à Michel Polnareff. Un maire du Cotentin a même reçu une lettre contenant des excréments. Mais si on commence à faire ses besoins dans des enveloppes, Olivier Besancenot va devenir Dame Pipi. Non, mais il y a de la haine partout. Mais heureusement, le grand débat national va permettre de vider son sac. Macron va dire qu'est-ce qui va pas. On va répondre tout. On est français, on n'est pas content, c'est notre ADN. Vous arrivez dans tous les pays, on vous dit bonjour. Vous débarquez à Roissy, on vous dit ta gueule. Fabien Roussel, le chef du Parti communiste, donc politiquement, il représente que dalle. Hein. Il est si petit qu'on l'appelle Cadet Roussel. L'a dit, alors lui, il va tout remettre sur la table. Hein. Le mariage gay, bon, on annule. Hein. Chaque invité reprendra son cadeau de la liste de mariage. Les enfants, on les remettra dans la mère porteuse. On s'en fout, s'ils ont 8 ans et demi, ce sera un peu douloureux, mais c'est pas grave. La peine de mort, référendum, c'est bien. Si Salah Abdeslam, au fond de sa tôle, 5 jours avant, dit nique la France, j'ai aucun regret, le oui sera à 75%. Et en même temps, ils ont raison. Il faut qu'on se dise tout. On ne peut pas continuer à se faire la tête sans se parler. Un pays, c'est comme un couple marié, mais sans le sexe. Donc c'est comme un couple marié. Trop de violence, trop de bastons, trop de coups de poing. Visons la paix, l'amour. Ce soir sur Twitter, moi je veux pas lire « Elle était nulle ta chronique, fils de chien ». Je ne veux lire que des tanguis. On te fait des bisous. Peace and love et vive Griveaux, c'est-à-dire la République. Vive la France! Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Vous êtes prêts? Ouais. Donc, je vais vous montrer des images, vous dites ce que vous en pensez. Chaque semaine, je dis la même chose. C'est tout con. Et chaque semaine, c'est tout con. Attention, Magnéto Serge. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. My chance to go watch Made in China. We play ping pong ball Made in China. Get bitch metal says pay Made in China. It had brother black car Made in China. She said that she didn't love me. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. She all made it in China. She all made it in China. She all... Et voilà, alors ça c'est énorme. Natacha, ça vous horrifie ça, j'imagine. Non mais d'abord il y a la question sociale et on regarde ça et on n'entend pas que Raquel se dire mais c'est extraordinaire, fini les grèves, fabuleux, hein, il va travailler 24 heures sur 24. Pour l'instant, on se dit que ça concerne le présentateur du JT, mais en fait, c'est la production même des articles qui est produite par intelligence artificielle. Finalement, des journalistes ont trouvé que c'était formidable, l'uberisation de la société, que les algorithmes, ça allait changer notre vie. Ils vont peut-être un jour comprendre qui sont les prochains sur la liste. Et qu'en effet, à force de remplacer les hommes par des machines, eh bien, ce sont plus seulement les ouvriers qui vont se faire ramasser, qui vont se faire le chômage. Maintenant, ce sont les métiers de service, les avocats, tous. Voilà. Donc, on va tous être paupérisés. On ne gagnera pas notre vie. On va nous donner un revenu universel pour qu'on puisse continuer à consommer et à regarder notre télé où il y aura ce charmant jeune homme qui viendra nous raconter tout ça. Direction les États-Unis, Serge. Et voilà, les règles et les normes changent. Gilles William, ça vous dégoûte? Je trouve pas ça un progrès. D'abord, est-ce qu'on est obligé de montrer ses humeurs corporelles? Moi, je vous montre. Pourquoi pas? Donner. Mais c'est rien à voir. Raquel,
C'est vrai que c'est un sacerdoce de devoir s'occuper de ces règles et que finalement, moi je trouve beaucoup de courage aux filles qui sont dans ce mouvement. On a beaucoup parlé de liberté ce soir avec Dupond-Moretti. Et ben, le fait de devoir adapter sa vie sociale à une contrainte qui est anatomique, c'est un renoncement à la liberté dont je comprends parfaitement qu'on puisse dire je m'en émancipe et je décide d'être libre malgré et avec mon anatomie. Bravo! Natacha. Mais quel faillot! Ça, c'est toute ta vie, ça. Hein. Natacha Polony. Non, mais on peut justement trouver les moyens de s'adapter, d'apprendre à gérer cela sans pour autant l'imposer aux autres. Je ne vois pas l'intérêt, tout simplement parce que là, l'idée, c'est quand même de le montrer. Pas du tout. C'est-à-dire de faire en sorte... donner Non, c'est montrer. Donc, la liberté, ce n'est pas d'imposer dans l'espace public quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Ça fait partie de l'intime, ça n'a rien de répugnant, ça n'a rien de sale, mais ça fait partie de l'intime. Et la vie sociale, c'est justement de ne pas imposer son intimité. C'est le monde patriarcal qui a décidé que ça, c'était intime. Direction de la Colombie, Moi, je vais vous dire, personnellement, j'adore voir des gens nus. Je regrette qu'on ne soit pas nus. Ah oui? Ah ouais. Ça te plairait que là, tout de suite, on se Moi, ça me déshabille dérangerait tous? pas. Non, mais franchement, leur truc de dissocier la sexualité avec la nudité, mais c'est complètement Et con. alors, Mais c'est complètement con. dans les camps de nudistes, tout le monde ne baisse pas toute la journée non plus. Sauf au Cap d'Agde. Compte tenu de la pression de l'Église catholique, c'est absolument révolutionnaire de faire ça. Monia, vous, ça vous fait marrer, vous. Vous êtes tombé des nues. T'as compris? Je suis quelqu'un de très pudique, donc finalement, moi, l'origine du monde, je préfère aller la voir au musée d'Orsay qu'en vrai. Et là, je me tourne vers mes amis avocats. Peut-être concernant le droit de ces œuvres, est-ce qu'on a affaire à de la nue propriété? Ouais, honnêtement. Ça, c'est snob, ça. C'est pas désirable d'être à poil, non? Ça ne m'apporterait rien de particulier. Nous non plus. Hein. Non, mais franchement... Je préfère continuer à associer la nudité et la sexualité et à fantasmer sur un corps nu en me disant qu'il va se passer quelque chose. Je trouve ça plus intéressant que de réduire le corps nu à la simple, je sais pas, le simple mouvement de la chair. Direction la France, Serge. Ils manifestent, voilà. C'est ça. Allez, venez. Ils leur crient de venir, tout le monde s'en fout. Mais on est en France, bordel, on s'est battu pour dégager les nazis. Et tous les Français sont votés pour un putain de dictateur. Super. Raquel, vous adorez? J'adore. Ouais, c'est assez génial. Non, le mec tout seul, surtout, là, tu vois, rien ne lui résiste, il y va. C'est comme ça, il y en aura un, et après deux, et à trois, et voilà. Et c'est comme ça qu'on va gagner. 80% des Français qui soutiennent. C'est pas soumise, calme-toi. À la fin, c'est nous qu'on va gagner. C'est vrai. Le Guatemala maintenant, Serge. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Raquel, vous avez compris ce qu'ils chantent, vous?
Oui, ils disent Año nuevo. nouvel an, nouvelle vie. Voilà. Año nuevo, vida nueva. Alors que l'enfant est mort. Hein. Ouais, il est mort. Mais non, Non, il est pas mort. C'est bon. Mais J'ai le non, regret de vous C'est annoncer. Jésus, c'est Jésus qui est mort. Mais ça, C'est mon rôle, l'enfant est mort. Oui, mais c'est une tradition. C'est une tradition au Guatemala. sûr, non, mais- Le premier enfant né de l'année, c'est une grande tradition parce que l'enfant gagne des cadeaux et l'hôpital est décoré. Mais pour cette affaire-là, la maman a finalement porté plainte parce qu'en fait, on ne tient pas en compte de ses souffrances et on l'a fait attendre, on l'a fait patienter. C'est horrible. Pour attendre le horrible. minuit. Et là, ils ont promis que pour la prochaine, ils ne la filmeront pas et peut-être qu'ils commenceront à respecter. Tu peux t'expliquer là-dessus, Raquel, s'il te plaît la maman. Direction le Royaume-Uni, Serge. Work, 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 work. You see me heavy work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. So me better work, 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 work. When you walk a line, 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 line. I'm in the cafe, my ta, 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 ta. Drive me a deserting. No time to have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Il faut reconnaître que c'est pas mal, ça. Les ongles, le boudon d'acné, là, je veux dire. Où va le monde, mon bon monsieur, franchement? C'est immonde. Raquel, dégoûtez-vous. Après l'ongle incarné, voici le furoncle incarné. Ouais. Magnéto, Serge. Quel argent gâché! Envoyer du porc dans l'espace. Non, ça montre que la connerie humaine donne vraiment une idée de l'infini. Non, ça Parce montre que recevoir ça sur la gueule, mais moi, je m'évanouis immédiatement. Ouais, c'est ça. Et maintenant, j'accueille Philippe Gueluc. Une descente d'escalier exceptionnelle. La plus belle qu'on ait eue depuis le début de l'émission. Ah, c'est une des plus belles descentes d'escalier. Vous avez 64 ans. Voilà, on vous félicite. On n'imaginait pas quand on écoutait cette chanson qu'on les aurait un jour. C'est vrai. Et puis il disait ouais, Losing My Hair, voilà c'est fait, enfin Ouais. tout est fait. Et voilà. Si vous avez raison, c'est vrai. Alors Philippe, vous publiez donc Le chat pète le feu. C'est un best-of des plus grands moments du chat. Ouais. Et puis il y a aussi, évidemment, Gueluc pète les plombs. Et vous avez beaucoup aimé son livre. Hein. Ah, mais je trouve ce livre absolument génial. J'ai toujours aimé Gueluc, mais Gueluc, c'est quelqu'un, c'est un humour très fin, très subtil, c'est une personne très cultivée. Et là, brusquement, oser une espèce de machin, d'un ovni, enfin, c'est du Charlie Hebdo ou du Harakiri de la grande époque en pire, quoi. C'est pipi-caca, en même temps, il y a beaucoup toujours d'intelligence, de culture. Ah oui, ça reste. Non, non, ça mais reste. du Tout ça est un mélange. pipi-caca intelligent. Ah oui, voilà, ah oui, oui. Ah non, mais c'est tout ce qui fait rire, quoi. Et évidemment, on voit Trump en train de chier sur la planète, on voit plein de trucs comme ça. Très surprenant, parce que là, il s'éclate. Hein. Natacha. Il y a un dessin que j'aime beaucoup, c'est celui qui reprend une séquence absolument lunaire qui a eu lieu cet été sur le plateau de Daniel Scheiderman, puisque, en fait, vous décidez donc... une personne, pardon, madame, où sont les toilettes? Mais qu'est-ce qui vous permet de m'appeler madame, etc. C'est à mourir de rire. Sauf que quand on voit ce dessin, on se dit, mais finalement, ce qui est magique, c'est que le réel est en train de vous donner des moyens de déconner, parce que l'absurdité, elle existe. C'est-à-dire, en effet, le type qui, sur un plateau de télé, dit aux journalistes, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme? Bon, ils vous ont battu. Alors non, ils m'ont pas battu parce qu'ils sont venus après le dessin. C'est ça qui est formidable, c'est que quand on invente un gag, quand on invente une fiction, c'est qu'ensuite la réalité vous rattrape ensuite. Le truc ridicule chez Schneiderman, c'est après ça? Mais absolument. C'est un dessin que j'ai fait il y
y a plus d'1 an. Ce qui est formidable, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont appris le dessin pour le rejouer en direct à la télé. Et en fait, c'est ça qui est fort. Alors, l'histoire du curé évoquant Tchernobyl qui rêve à ses enfants nés avec 2 anus. Alors, peut-être que... Et puis... Peut-être qu'un jour, quelqu'un va m'y révéler que ça existait déjà, je ne sais pas. Natacha. Ce que vous représentez aussi, et ce dont vous vous moquez, c'est tous ces gens qui balancent leur respect à la tête des autres, et en particulier des humoristes et des dessinateurs, en leur disant, au nom du respect, vous ne devez pas plaisanter sur moi. Là aussi, ça devient de plus en plus compliqué, votre boulot. Alors, quand on leur dit, vous ne devez pas, c'est doux. Quand on leur dit, vous ne pouvez pas, ça devient inaudible. Et c'est aussi pour dire et pour continuer à dessiner comme l'ont fait mes valeureux camarades tombés sous les balles imbéciles lors des attentats de Charlie, je dois honorer leur mémoire aussi en disant nous ne reculons pas, nous continuons à dessiner les choses insoutenables. Mais vous dites que vous continuez, et c'est vrai que vous continuez, et c'est vrai que vous allez très loin. Mais moi j'ai juste une question, est-ce qu'un jour, depuis, on est quasiment 4 ans après Charlie Hebdo, est-ce qu'il va y avoir de nouveau un jour un dessinateur qui osera représenter Mahomet, ou ça c'est terminé? Ils ont gagné, les terroristes, là-dessus? Je pense que sur ce sujet précis-là, oui, ils ont gagné parce que celui qui voudrait représenter le prophète, le Mahomet, prendrait un risque inconsidéré. Moi, j'ai contourné le problème. Je pense qu'il faut... Alors, je ne sais pas... Oui, disons qu'ils ont gagné là-dessus. Mais c'est quelque chose que je leur laisse volontiers. Moi, j'ai jamais voulu faire ces dessins-là. Par contre, un jour, j'ai dessiné le chat qui dit, au fond, si le prophète avait eu un frère jumeau, lui, on aurait pu le représenter sans que ça pose de problème. Ouais, moi, voilà. Je suis désolé, mais je vous aime beaucoup, je vous respecte beaucoup, mais dire qu'on peut plus dessiner le prophète, ça me tue. Non, mais le dessiner, ça vous tuerait aussi. Si on veut parler de ça, on se rend compte ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant chez Philippe bien. Gueluc, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Ça, j'adore ça. Sauf le prophète. Mais c'est vrai, il fait gaffe à ça. Mais ça, bon. Le prophète, ce serait idiot. Qu'est-ce que ça voudrait dire Pardon, mais c'est terrible. C'est terrible parce que c'est tellement plus facile de défendre les femmes battues que de se battre là-dessus. Alors, je ne dis pas que je ne me bats pas là-dessus. Simplement, si on veut non, mais c'est pas ça... Non, mais bien sûr. Mais si on veut parler de ça, c'est le principe qui est intéressant au-delà de vous. Bien sûr, justement. La donne a complètement changé. On dessinait dans des journaux satiriques jusqu'à il y a quelques années en toute liberté pour un public averti, un public cultivé, un public qui vivait dans un pays, dans une démocratie très évoluée. Du jour au lendemain arrive Internet. Ces mêmes dessins sont diffusés autour de la planète en quelques secondes. Ouais. Et des gens qui n'ont pas du tout la même culture, qui ne savent pas ce qu'est le second degré, qui sont, pour la plupart, illettrés, il faut bien s'en rendre compte, on leur balance des choses qui, pour eux, sont le summum de l'injure. Vincent Moscato, rugbyman, acteur, animateur, humoriste, danseur sur TF1. Vous avez un slogan. Attention, il est sur tous les terrains, mais toujours au-dessus de la mêlée. Ça vous va? Et vous avez votre sampleur, Vincent. Alors, Radio Gaga, c'est parce que vous êtes tous les jours sur RMC, de 16h à 18h, avec votre super Moscato Show. C'est comme la 12e saison, ça cartonne. 1 million d'auditeurs. Les émissions de sport, souvent, c'est un peu pénible. C'est que des experts qui parlent. C'est comme un bilan comptable, c'est ennuyeux. Nous, on se sert du sport, mais après, on part en sucette. Ouais. On part un peu en vrille. Vous partez tellement en sucette que ça finit par devenir une bonbonnerie, parce que j'ai essayé de trouver un peu la recette du Moscato Show. Ouais. Donc c'est beaucoup de vannes. C'est de l'expertise sportive, et c'est aussi un vocabulaire bien à vous. C'est par exemple, les mecs, c'est des trompettes, on y revient au mastic. Ça vient d'où, ces expressions? On y revient au mastic, je sais pas, c'est les mecs, les ouvriers, on y revient au mastic. Mastiquer, ça veut dire aller... Puis moi, j'ai choisi en première ligne. Aller au mastic, ça veut dire que tu
tu vas à la cabosse, quoi. Tu vas au mastic. Tu as les métiers de la viande, quoi. Tu vas charrier, tu vas plaquer, tu vas charrier de la barbaque. On comprend bien, moi je comprends très bien. J'adore cette métaphore. C'est ça. Alors, le grand public, quand même, vous connaît parce que vous êtes un roi du foxtrot. On vous a vu en Mary Poppins. On vous a oui, vu... mais ça, c'est... Ouais. Vous êtes un grand danseur. Vous avez quand même accepté de faire Danse avec les stars. Pourquoi vous avez accepté ce défi? Parce qu'il y avait un tel décalage. Je ne vais pas te mentir, je prenais un peu d'oseille. C'est pas désagréable. Non, mais moi, je me suis toujours demandé... Je ne vais pas te dire que je l'ai fait pour une association. On est payé combien chez Danse avec les stars? Tu peux faire un beau billet, ouais. Non, mais combien? 100 000, Vincent. Ouais, pas loin, ouais. Voilà. Ah ouais, pas loin. 80-100, quoi. Ouais. Pourtant, vous êtes chez Nul. Vous avez gagné combien? Dis donc, j'étais nul. Mais tu nous as fait marrer, non, mais tu nous as fait rire. C'est quand Patrick Dupont m'a vu arriver, il s'est dit, putain, le sanglier des Ardennes. Tu vois, il s'est dit, ça va faire craquer les lattes de bois. Je pense qu'on va regarder vos vidéos, parce qu'elles ont fait le tour des réseaux sociaux. Il y a plusieurs chorégraphies qui ont marqué les esprits, surtout celle de la cité de la Peur. Alors, je vous propose, ça vous dit, généralement, la carioca, c'est souvent une danse d'hommes. Ouais. Là, c'est pour vous sortir de votre homosexualité latente. Est-ce que ça vous dit de danser avec une femme et de faire cette chorégraphie? Là, maintenant? Là, maintenant. De faire la carioca avec moi. Vous avez dansé, là? Je vous rappelle de la chorégraphie ou pas? Parce que j'ai préparé un petit peu. Préparé un peu. Ouais, attendez. Attends, je me souviens un peu. Un peu? Ouais. Allez, on y va? Vas-y. Carioca. Vincent Moscato et sa partenaire Monia Cachemire. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Oh oui, youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à Pasturo. Chers amis, chers Titi, pardon, hein, mais ça fait 16 mois que je bosse avec vous, je me permets, hein, c'est cette familiarité. Sinon, au rythme où va notre relation, on ne couchera jamais ensemble. Or, moi, j'ai pas intégré le monde de la télé pour vivre comme un député des Yvelines. Cher Titi, donc, cher chroniqueur plus vieux que l'an dernier, mais toujours aussi désirable, grâce à nos maquilleuses qui, jusqu'à récemment, travaillaient dans le BTP. Cher public, constitué pour moitié de Mothers I wouldn't like to fuck. Et de jeunes I can't fuck because they are à peine majeurs and we are not Yann Moix. Chère ménagère qui ce soir me regarde en te disant cette phrase est trop longue, j'ai rien compris, je vais changer de chaîne. Chers tous, je suis content de vous retrouver. Ah, Pourtant, j'ai passé de bonnes vacances, j'adore ne rien faire. J'étais fait pour avoir la vie de François Barouin. En plus, j'ai eu un article dans le magazine Breton. Pour moi qui suis breton, c'est une consécration. C'est comme si on parlait de Joe Wilfried Tsonga dans la tribune de Genève. Alors, j'y apparais, bon, avec un pull marin, ce qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, comme celle-ci ou celle-là. Mais revenons au glamour. Quel bel homme. Ce jean serré, mettant en valeur cette virilité exacerbée, me valant le surnom de l'étalon de la presqu'île de Crozon. Mais j'ai vite réalisé que j'avais un rival, un concurrent. Surprise, Benoît Hamon, le tueur du PS, le roi de la loose, portait le 28 décembre le même pull que moi. Lui et moi...
Lui et moi avons les mêmes goûts. J'aurais dû m'en douter, j'aime la solitude. Lui aussi, il a fait 6% à la présidentielle. Mieux, il a passé ses congés en Bretagne comme moi, sous la flotte. Regardez, ça c'est son Instagram. Alors, derrière lui, normalement, c'est la route de Brest. Une seule fois, elle s'est vidée en 76 à cause de la sécheresse. Il a passé 2 semaines à 100% d'humidité. Le soir, quand il se grattait, il y avait des champignons qui tombaient. Les mecs de la mer Poulard ont fait le déplacement depuis le Mont-Saint-Michel pour les foutre dans leur omelette. Le pauvre, ça se mérite la Bretagne. Alors certes, Hamon est un beau gosse comme l'ensemble des Bretons, sauf Jean-Yves Le Drian. Mais on en oublierait presque l'existence de notre bébé cadom, dont on a envie dans des rêveries érotiques un poil tordu de talquer le derrière. Macron. Ah, vous savez, Macron, c'est ce type qui, à 16 mois, était aimé et dont la popularité a baissé, jusqu'à disparaître. C'est un vol de la Malaysia Airlines, mais en mec. Alors, au début des fêtes, il est allé au Tchad, où il a rencontré le président Idriss Déby. Voir un Déby pour quelqu'un qui vient de la banque, bon, c'est pas si surprenant. Macron a exhibé sa montre bleu, blanc, rouge. C'est son cadeau de fin de stage à l'Élysée. Hein, il l'a eu tout de suite, au cas où Éric Drouet ferait un putsch. Alors il a donné la main à Idriss en faisant sortir un de ses doigts d'un rond formé par les doigts de l'autre. Oh. C'est à ce jour la manière la plus salace de se donner la main. C'est la première fois que je suis excité en regardant des doigts. Hein. Ça, en langue des signes, ça veut dire je suis à toi, ma grosse loute. 50 nuances degrés à côté de nous deux, c'est l'âne trop qui plante un putain d'arbre. Agnès Buzyn avait vacciné Macron avant qu'il aille au Tchad. 128 vaccins, pour elle, c'est le minimum. Mais ça n'a pas suffi. Il a contracté une maladie tropicale très rare, maladie vénérienne, qui fait que la seule fois où il a ouvert sa braguette, on a réalisé qu'il avait littéralement fleuri. Alors... Allez, maintenant, il déteste Macron autant qu'Alain Juppé la Zumba. Ce sont les macronphobes. Avec Laurent Wauquiez qui a profité d'une soirée ennuyeuse pour faire sa gym. Hein, on le voit en train de se muscler le périnée qui fait désormais 14 kilos. Hein, vous le servez en Somalie, ça fait 1 mois de repas pour une famille entière. Alors techniquement, ça c'est du air poney. Hein, c'est comme l'air guitare, on fait semblant de faire du poney. François Hollande, lui, a visité un dépôt de carton. Hein, il avait envie de voir ce qu'il n'avait jamais fait de toute sa carrière. Puis, il est allé présenter ses vœux dans le Pas-de-Calais. Il a pris un bain de foule et il est tellement chiant qu'une dame venue le saluer s'est endormie sur place. Non, mais Hollande, c'est mesmer. Hein, en 2012, comme ça, il avait fait croire à tout le monde qu'il était de gauche. Mais c'est fort, le mentalisme. Alors bon, il a fait une petite choré. Hein, on voit clairement qu'il est en train de danser sur Stop in the Name of Love des Supremes. Non mais... Parfait. Je suis à mon maximum. Je ferai jamais rien de plus physique. Non mais ce mec a le rythme dans la peau. Au lendemain à Rio, il serait pas le dernier sur un char avec un string à paillettes. Alors il a fait un bisou à une dame et a été photographié en extrême gros plan. C'est le Sodome et Gomorrhe des têtes. Puis il a parlé à un monsieur, sans réaliser que sur le menton, il avait encore une peau morte de la dame d'avant. Hollande, c'est un appareil à peeling. Julie, le matin, se frotte à lui. Ça a le même effet qu'un tampon Jax. Dans la forêt, les hérissons lui font l'amour. Puis une musique est partie et ils ont tous tapé des mains. Là. Alors, si on devait illustrer les émotions, cette vidéo, ce serait la tristesse, voire la dépression. C'est ça que Loana voit dans sa tête quand elle pleure. Alors sinon, au RN, ancien FN, Marine Le Pen a mis en tête de liste pour les européennes, surprise, un petit jeune, Jordan Bardella, né en 95. Il a le même âge que les seins d'Ophélie Winter. Et Marine lui a souri, mais à s'en faire sauter les couronnes, ce qui est normal en période des rois. Mais jamais on l'avait vu comme ça. Même quand l'autre faisait le con à imiter Didier Gustin en train d'imiter Hollande, elle a envoyé des bisous. Elle est en train de vriller. On va la retrouver avec une corne sur le front en train de crier « Je suis une licorne ». Alors ensuite, mais regardez, ils ont posé tous les deux
sur ce qui est le visuel le plus photoshopé de l'histoire, puisque là, bon, Jordan a 23 ans et elle, 19 et demi. Elle a la peau aussi lisse qu'un cul de singe. Et Bardella, alors Bardella, c'est pas un tendre. Il a déclaré que le 26 mai, vous savez, le 26 mai, ce sont les européennes, les élections où les gens ne votent pas. Tout le dimanche, ils restent à regarder Coquerel à la télé. Eh ben, il allait faire pleurer Castaner. Alors que non, c'est Castaner qui fait pleurer tout le monde. C'est lui qui a les lacrymos. 2 mois que ça dure, les mecs. Allez, pour finir, des profils divers de Français variés. Ce sont les gens d'ici. Avec Christian Estrosi, maire de Nice, qui a fait un jogging avec son épouse Laura. Un couple fusionnel, ils n'ont même pas pu attendre la douche pour faire l'amour tout en restant en survêt. C'est la version X de la pub Intersport. Sinon, repéré par nos confrères de quotidien, Ségolène Royal a toujours été écolo. Moi, je m'intéresse à l'écologie depuis quand même 50 ans. Depuis Rio, j'ai assisté à toutes les COP. Si je m'intéresse à l'écologie. Alors tout le monde, on va aller à la COP. Je faisais un herbier. Pourquoi est-ce que la COP... Elle faisait un herbier. Elle faisait un herbier, c'est pour ça qu'elle est sensible à la planète. C'est important, les activités qu'on fait enfant. Ça influe sur ce qu'on sera plus tard. Francis Holm a sûrement beaucoup trop joué au Cluedo. Castaner aux 1000 bornes. Parce que là, il est à 2 doigts de repasser à 90 toutes les routes qui viennent de passer à 80. Un mec qui s'amuse autant avec les panneaux, faut pas chercher. Macron, Noël 82, on lui a offert la bonne paye et le Monopoly. Voilà. Mais il a raison. Il a raison, Macron. Les pauvres déconnent, ils déconnent les pauvres, alors que les riches, non, ils ont une vie bien rangée, toute propre. Regardez Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, elle a fait sa galette, c'était autre chose que celle des Macron. Là, on n'a pas de chien dégueu en train de baver sous la galette, on n'est pas là à masturber des baguettes. Tout est nickel. Quelqu'un a fait une miette, il a été exclu de l'arrondissement. Mais c'est ça la vie, il y a des pauvres qui déconnent, des riches qui déconnent moins, sauf que quand eux déconnent, ça a un impact sur les pauvres qui déconnent encore plus. Bref, tous on déconne, mais au moins ça y est, on se parle, c'est l'essentiel. Bravo! Et maintenant, j'accueille notre deuxième invité. Il fête ses 50 ans de carrière sans les avoir vus passer. Et il publie Au jardin de ma vie aux éditions Flammarion. C'est Gilbert Montagnier. Comment ça s'est passé, cet escalier, Gilbert? Écoute, c'est comme si j'avais toujours vu. Ben voilà. Comme tous les invités de cette émission, Gilbert, vous avez un slogan, l'homme qu'on reconnaît malgré ses lunettes noires. Et vous avez un sampleur. I said Georgia. Yes, sir. Oh, man. Oh, Georgia. Well. No peace I find. Right, man. Just an old sweet song. Woo. Keeps Georgia on my mind. Alors là, pour tous ceux qui l'auraient oublié, ça m'étonnerait, mais bon, Gilbert Montagnier, c'est ça. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage. Gilbert Montagnier, c'est ça. Gilbert Montagnier, c'est ça. Bravo Gilbert, bravo. Alors Gilbert Montagnier, vous publiez Au jardin de ma vie aux éditions Flammarion. Vous évoquez les premières années de votre vie. Vous écrivez que dès les premiers instants, elle a été belle, alors que vous étiez prématuré, donc vous êtes né à 5 mois et demi sur une table de cuisine.
Et quand vous êtes arrivé à l'hôpital, l'oxygène qu'on vous a donné pour vous réveiller a été mal dosé et ça vous a coûté vos yeux. Voilà. Oui, mais enfin, ils m'ont donné la vie. Je veux dire, j'ai perdu la vue, mais enfin, je l'avais jamais eu, donc je l'ai pas vraiment perdu. Et puis, ils m'ont donné la vie parce que j'étais... Sinon, vous seriez mort, oui. Eh ben voilà, j'ai eu un appel de la vie. J'ai eu un appel de la vie qui m'a dit, écoute, calme-toi, fais-moi confiance, tu vas voir. Si tu me fais confiance, tu seras vraiment pas déçu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu ressortir 3 mois et demi après, en étant un bébé... cool. Monia? J'ai adoré vous écouter, chanter, et j'ai adoré vous lire, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont une mission sur Terre, c'est rendre les autres heureux, et je pense que c'est votre mission. Et dans votre livre, justement, vous parliez tout à l'heure que la fin du mois, chez vous, dans votre famille, c'était le 15 du mois. Ouais. Et vous, enfant, votre mission, c'était de donner un petit papier à l'épicier pour lui demander de vous faire crédit. Aujourd'hui, ça a une consonance, ce geste-là. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, par exemple, les gilets jaunes, leurs conditions et leur combat? Alors d'abord, on va être clair, le jaune, je ne sais même pas ce que c'est. Alors ça, c'est clair. Alors maintenant, bien sûr que je comprends la détresse, mais nous, personnes en situation de handicap, Monia, nous, on est encore pire. Parce que nous, on n'en parle pas. Nous, quand on manifeste, les handicapés, ils sont une centaine. Hein, et personne ne viendrait avec nous dans ces cas-là pour manifester. Alors ça, c'est très très grave, dans le sens où on a augmenté la pension adulte handicapé de 10%, ce qui n'avait jamais été fait, c'est vrai. Mais comment tu vis avec 900 € par mois quand tu n'as que ça? C'est pas possible. Donc moi, je dis qu'il faut au moins, avec la pension adulte handicapé, la mettre à la hauteur du SMIC. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Vous savez comment on va faire pour trouver de l'argent pour donner ça aux handicapés? Eh bien, je prends le risque de le dire parce qu'on a assez attendu. Moi qui ne fume pas, on va légaliser tout de suite le cannabis. Ouais, bravo! Ben oui, ben oui. Et ça fera des centaines de millions d'euros. Merde! On va parler de drogue aussi, comme prévu. Alors, c'est la chanteuse Marianne Faithfull qui vous a offert votre premier rail de coke en vous disant « Attention, elle est très forte ». Et en fait, vous tombez dans le coma. Voilà, c'était pas de la coke, ouais. C'était de l'héroïne. Et c'est un peu ce qui arrive à Uma Thurman dans le film de Tarantino. Quand j'ai vu la séquence, j'ai eu un flashback. Je me suis dit, oui, évidemment. Mais j'ai survécu parce que, en fait, tout ça se passait au théâtre de l'Empire et j'étais en train de claboter et je me suis dit, mais tu vas quand même pas mourir d'overdose dans les toilettes de Jacques Martin. Tu vois demain les titres sur François, le rocker drogué. Oh là là, je peux pas faire ça, Jacques. Et j'ai réussi j'ai survécu. Non mais en plus, vous parlez beaucoup de drogue. Par exemple, on apprend qu'encore jusqu'à 2005, vous fumiez du crack à Stalingrad avec Joe Star. Non, ça m'est arrivé. Alors ça a été... Bon, tout le monde en fait un plat de cette histoire. Un soir, après avoir beaucoup travaillé, Joe Star me dit « Allez, on va fumer du crack à Stalingrad, je t'emmène. » Et je sais pas pourquoi, je me suis dit « C'est intéressant comme voyage. Je sais pas, c'est un truc... » Mais j'ai fait ça une fois. Aujourd'hui, vous prenez toujours des choses ou pas? Vous prenez plus rien? Non. Non, ça vous êtes J'ai arrêté de boire à l'an 2000. Entre le passage de l'an 2000, j'ai totalement arrêté de boire. Ça fait 18 ans que je ne bois pas d'alcool. Le rock est une musique de contestation politique et sociale. Qu'en est-il du rock d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours aussi contestataire? Mais toujours, bien sûr. Le rock mais le rock, non, il est venu pour casser les codes bourgeois, pour laisser les gens... Le boulot a été fait. Nous, quand on est arrivé, même en 71, on se faisait virer du lycée parce qu'on avait mis un t-shirt des Stones, on se faisait attaquer parce qu'on avait les cheveux qui descendaient jusque-là, le blouson était considéré comme un truc de blouson noir, et puis il y avait plein de choses, il fallait libérer la société, il fallait qu'on aide les femmes à prendre leur place, il fallait qu'on fasse le boulot, quoi. Et c'est les gilets jaunes qui reprennent la main. Est-ce que c'est des blousons noirs? Non, mais ils reprennent la main, là, c'est eux maintenant qui vont s'occuper de continuer le combat. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. Vous soutenez le mouvement ou pas? Écoutez, non, mais si on me dit quoi que ce soit, ils vont dire qu'il aille se faire foutre, celui-là, non, mais avec ses lunettes, ou je sais pas quoi. Évidemment, samedi soir, j'étais avenue Montaigne dans un taxi, au moment où ils ont attaqué la boutique Dior. Et donc, on est rentré dans l'avenue Montaigne, on roulait dans la file des taxis, tout va bien, et d'un seul coup, 200 mecs arrivent, certains avec des gilets jaunes, certains sans, et ils se mettent à acheter des trucs, tout, le mobilier urbain, des barrières Neumann, des vélos, des taxis, tous les talons étaient là dans le taxi, terré. Le taxi réussit à faire demi-tour, et on se trouve face à une compagnie de CRS.
Et on est entre les deux, quoi. Il y a des gaz lacrymogènes partout. Et j'arrête pas de repenser à cette séquence parce que dans tout mon cœur, je suis avec les rebelles. J'étais prêt à descendre, attaquer la boutique Dior avec eux et piquer un perfecto si possible. Voilà. J'entendais dans ma loge Jean-Marc. Jean-Marc qui a perdu son œil. Je veux te dire, Jean-Marc, si tu nous regardes, que, évidemment que je comprends ton traumatisme, Jean-Marc. Mais tu sais quoi, la bonne nouvelle, man? C'est que tu es l'homme que tu étais. C'est pas parce que tu as perdu un œil, et moi, je suis embarrassé pour parler de ça, parce que je sais pas ce que c'est, j'ai rien perdu. Mais c'est pas parce que tu as perdu un œil que ça va te faire de rendre quelqu'un de moins que ce que tu étais. Il faut absolument, justement, que ça va pas. Il faut croire en ta force. Et ta force, tu vas la mettre au service du bien. Oublie la haine. Oublie la haine, hein. Bravo. Alors, Monia, vous continuez? Oui, il y a un moment très touchant où vous dites que votre maman vous a eu tardivement. Elle vous a eu à l'âge de 38 ans. Ouais. Elle a tenté d'avorter 2 fois. Elle a même pris de la soude caustique. Elle m'a dit ça, ouais. Elle m'a raconté ça chez une bonne femme, tu sais, pour faire passer le bébé. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle a tenté 2 fois, mais moi, je me suis accroché, puis je suis là. Il a survécu à 2 avortements, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Très désobéissant. Alors, Gilbert, en 2017, vous étiez venu avec Laurent Baffy et moi sur le plateau de Salut les Terriens. Souvenez-vous, Magnéto, Serge. Yeah. Bon, on va faire les... On va faire les instructions. Tu nous entends? Non, moi j'entends rien. Sourd. Ah merde. Pardon. J'ai pas mis les pieds. Confond avec Beethoven. Bon. Bien habillé. Bah, vous connaissez de toute façon tous les deux, non? Ah bah un petit peu. On est très amis, on joue au tennis ensemble. Absolument. Et à partir de minuit. Je dois dire que cet homme est un escroc, c'est un plan de carrière. Il a 10 et 10 à chaque œil. Après, il a vu Stevie Wonder, et Charles, il s'est dit, il y a un créneau à prendre. Et il a niqué tout le monde. Grand moment. Ah ouais. Grand moment. Grand moment parce que j'adore Laurent. Il te salue d'ailleurs. Ah ouais, j'adore. Vous parliez de Ray Charles tout à l'heure. Je vais vous raconter une petite histoire vraie. L'autre jour, sa compagne, à Paris, elle m'a donné un papier. Elle m'a demandé de lui traduire ce papier qui était en braille. Et vous vous rendez compte ce que ça m'a fait à moi de toucher la feuille que Ray Charles avait écrite. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ray Charles, il nous a ouvert, en tout cas à moi, les portes du possible. Parce qu'à part Louis Braille, c'était le seul qu'on appelait monsieur dans le monde entier. Et ça, je ne n'oublierai jamais ça. Et maintenant, on ne peut pas parler de rock sans écouter de la zik. C'est le blind test. Alors, en hommage justement à tous les scandales du rock, on va faire un blind test scandale. Donc, à vous de trouver l'interprète. Bon, vous jouez pas. Vous nous raconterez le scandale justement qu'il y avait derrière la chanson. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. On y va, musique. Ouais, Garrido. Alors, ce qu'il faut dire, après toute une époque de musique planante, Genesis, tout ça, les mecs sont arrivés, ils grattaient 4 accords, mais ils avaient la patate. 3. Ça a été quand même la régénérescence du rock'n'roll. Hein. Ben voilà, ils avaient repris le dossier. Vous avez fait fausse route, les hippies. Vous êtes partis dans l'exploration. C'est interminable. Nous, on va revenir à la base. On va redescendre la porte du château à coups de latte. Et voilà, en plein jubilé de la reine. C'est merveilleux parce que c'est vraiment un fac majeur qui est fait. C'est la deuxième naissance du rock'n'roll, en fait. Voilà, c'est un petit peu le punk, bien sûr. Voilà. Musique. Merde, 1, 2, 3 soleil. The Cure. Ah ouais, The Cure, bien sûr. Robert Smith.
Alors là, Killing an Arab, en fait. Killing an Arab. Alors tout le monde a cru que c'était du racisme. En fait, c'était juste un hommage à l'étranger. Voilà. De Camus. Oui, ils avaient lu Albert Camus. Ouais. Attention, musique. Beatles. Ouais. On va expliquer aux gens ce qu'a été en 1967 l'arrivée de Sgt. Pepper. oui. C'est une révolution. C'est le premier album. C'est Ouais. le premier album. Jusque-là, c'est les albums, il y a les 33 tours, mais c'est des collections des 45 tours qui ont bien marché. Puis on rajoute une ou deux faces B, un inédit, un blues, et puis on envoie ça, on dit c'est un album. Là, il crée une œuvre avec un début, un milieu, une fin, un rebondissement, un thème général. Ils essayent de faire un pont entre la musique du 19e siècle et celle du 20e. Ils regardent leurs grands-parents avec amour. Quand j'aurai 64 ans, chante Paul McCartney. Enfin, c'est le disque. Puis il y a cette ode de... Il y a A Day in the Life et il y a l'ode de John Lennon, Lucy in the Sky with Diamonds. Alors, très vite, les fans vont dire c'est le LSD. Après, Paul McCartney dira pas du tout, c'est un dessin de Il a dit que c'était pour son fils, Lennon, etc. Voilà, il a dit que son fils Julian avait fait un dessin qui s'appelait Lucie dans le ciel avec des diamants. Ça a un peu calmé les choses, mais on avait tous très bien compris. Et vous, Thierry, à cause de cet album, vous avez raté votre bac. J'ai raté, effectivement, j'ai raté mon bac parce que j'ai eu l'album à Montpellier. J'ai eu l'album la veille de l'examen. J'ai passé la nuit à écouter l'album. Ils ont bon dos, les Beatles. Là, attention, là, ça rigole pas du tout. Musique. Ah, Stones. Let's spend the night together. Oh mon Dieu que c'est beau. Bon, alors là c'est incroyable parce que ça a fait un tel scandale. Parce qu'à l'époque, faut se rendre compte quand même, je fais un peu Alain Decaux, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai quand même. Non mais c'est vrai quand même qu'à l'époque, Let's spend the night together. C'est-à-dire passons la nuit ensemble. À l'époque c'était choquant. Mais on est en 1967. Ouais. Ce n'est juste pas imaginable. Voilà. Les filles ne dorment pas avec les garçons. D'ailleurs, notre ami Cohn-Bendit va en faire un scandale. Et la révolution va arriver sur ses entrefaites. Voilà. Mais les Stones annoncent le truc, quoi. Et quand ils passent à la télé américaine, on leur dit, là, vous ne pouvez pas chanter Let's Spend the Night. Donc Mick Jagger accepte de chanter Let's Spend Some Time. Voilà, bravo Philippe. Et les gens diront après, c'est vraiment le truc le plus scandaleux qu'il a fait de sa carrière, c'est d'accepter les dictats de la télévision américaine. Voilà. Raquel, félicitations. Bravo. Raquel Garrido. Raquel, je me demande si vous n'êtes pas meilleur en rock'n'roll qu'en analyse politique. Voilà, c'était les derniers dimanches. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À commencer par Stéphane Simon. À samedi prochain, 19h. Bonne semaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.